à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième partie qui concerne la question de la participation dont on a vu ce matin qu'elle était extrêmement complexe, riche, avec des expériences très fortes que nous avons pu partager. Alors, en guise d'introduction, je vais résumer quelques-uns des enjeux, des questionnements, des paradoxes aussi, qui ont pu être pointés à travers les interventions de ce matin. Parce que c'est vrai que la participation, c'est un mot vaste, un mot valise, comme il a été dit. Et en tout cas, pendant très longtemps, elle n'allait pas de soi en France. On a vécu, on vit encore un certain cloisonnement entre l'action culturelle et la création artistique, entre la notion de démocratie culturelle et la notion de démocratisation culturelle. Et même si on peut considérer que ces notions sont dépassées, il n'en reste pas moins qu'elles continuent à être très structurantes dans le paysage artistique, dans la façon de penser aussi la place de la culture, la place du spectateur, la place de l'artiste et son expérience sensible. Cette démocratie participative va effectivement à l'encontre d'une tradition très ancrée en France, ancrée par 50 ans de politique culturelle, qui s'est centrée essentiellement sur la diffusion des grandes œuvres de l'humanité, c'est-à-dire l'art avec un grand A, ce qui pourrait s'apparenter, certains diront, à de la culture légitime. Et c'était une culture qui a placé les gens, autrement dit le peuple, non pas en acteurs possibles de la vie culturelle, mais en destinataires de celle-ci. Or, il y a un mouvement de fond qui est mondial, qui est historique, qui fait que les choses évoluent et donc on va de plus en plus de la notion de faire pour à faire avec. C'est-à-dire qu'on passe du droit à la culture, au droit culturel, et nous sommes dans cette période de transition. On voit bien aussi que cette notion des droits culturels agite beaucoup les acteurs culturels et que chacun essaie de s'en emparer parce que il est devenu évident que ce n'est pas en allant contre qu'on allait pouvoir nouer ce lien au public que l'on questionne depuis très longtemps. On a vu aussi que ces dernières années fleurissaient de nouvelles démarches qui étaient fondées sur une rencontre, souvent au long cours, donc un travail dans la durée, entre des artistes et des non-artistes. On peut les appeler amateurs, on peut les appeler participants, on peut les appeler... on verra justement quelle est leur place dans ces processus. Mais en tout cas, ces phénomènes qui sont certes pas nouveaux, on a rappelé que Armand Gatti, il y a déjà longtemps, dans les années 60, faisait intervenir des ouvriers. On sait aussi que... a été développé, en tout cas dans les arts plastiques, ce qu'on a appelé l'esthétique relationnelle, c'est-à-dire faire de la relation entre le spectateur et l'œuvre d'art un terrain d'expérimentation sociale. Donc tout ça, ce sont des questions, ce sont des pratiques qui viennent enrichir notre réflexion d'aujourd'hui. Mais à travers donc ces démarches d'artistes qui font appel à des paroles d'habitants, comme je le disais tout à l'heure, ou de personnes qui ne sont pas dans le champ artistique, eh bien, on peut se demander si c'est effectivement pas une autre façon de s'emparer des questions, non pas de société, mais de la société à travers ces paroles-là, et de s'emparer de la question du public, une question qui est aujourd'hui au cœur des politiques publiques, puisque je crois que nombre d'études ont montré les limites. Je ne veux pas parler d'échec parce que je crois que ce ne serait pas juste, mais en tout cas ont montré les limites de ce qu'on a appelé la démocratisation culturelle. Et que donc les artistes s'emparent aussi de cette question à leur manière, c'est-à-dire par des formes artistiques et par des expériences sensibles, esthétiques qu'ils vont proposer une autre relation entre le public, entre les gens. Là aussi, on aura l'occasion de re-questionner ce terme. Cet après-midi, donc, on va plutôt
écouter la parole des artistes pour voir comment ces démarches s'inscrivent dans leurs préoccupations, dans leurs gestes, comment est-ce qu'ils conçoivent cette relation avec les personnes qu'ils impliquent dans leur processus créatif, et quelle est la nature aussi de la relation qui peut s'instaurer. Donc pourquoi, comment, c'est ce que nous allons interroger au cours de ce débat. Donc je vais rapidement faire les présentations. Donc pour commencer, vous auriez pu vous placer par ordre alphabétique, ça aurait été beaucoup plus simple quand même. Non mais franchement, ils sont têtus, ces artistes. Mohamed El Khatib, qui est metteur en scène, membre du collectif Zirlib, et qui a fait grand effet avec moi, Corinne Dada, en 2014. Et donc, on aura l'occasion de parler de ce spectacle fondateur qui continue donc un travail de mise en scène qui va intervenir bientôt au théâtre de la Poudrerie. Il nous en dira plus tout à l'heure. Et qui a été lauréat, il faut quand même le dire, du Grand Prix de littérature dramatique pour un magnifique texte, Finir en beauté. À côté de vous, Corinne Miret, danseuse, comédienne, cofondatrice de la compagnie La Revue Éclair en 92 avec Stéphane Olry, que je salue au passage. Et vous avez créé de nombreux spectacles à partir d'enquêtes dans des archives, des interviews, des pratiques de vie. Et ce sera aussi ça que vous allez pouvoir nous expliquer, notamment à travers cette dernière expérience de Boxing Paradise qu'on a pu voir à la MC 93, donc à Bobigny. Christophe Ruls, metteur en scène, anthropologue, cofondateur du GDRA en 2007 à Toulouse avec Julien Cassier. Donc un parcours très riche, très varié, des créations qui allient différentes disciplines, que ce soit des sciences humaines, l'anthropologie en particulier, mais également la musique, le cirque, les arts plastiques, la vidéo, tout ça pour dessiner. En tout cas, c'est le premier spectacle que j'ai vu qui était très, très frappant. Ça s'appelait Singularité ordinaire. Je crois que c'était aussi un titre manifeste. Valérie Sonner, je ne sais même pas si... Allez, je vais vous présenter parce que vous êtes donc la metteuse en scène, directrice du théâtre de la Poudrerie depuis 2011. C'est grâce à vous et l'Observatoire des politiques culturelles que nous sommes réunis aujourd'hui, que nous réfléchissons ensemble sur cette question-là, parce que vous menez avec le théâtre de la Poudrerie un travail sur le théâtre à domicile, un travail sur le territoire dont vous allez nous parler. Et auparavant, moi je vous connaissais quand vous étiez avec la compagnie de Michael Batz, la femme... Tout à fait. Moi, voilà, on n'en a pas parlé, mais moi je vous connaissais dans La Femme Fantôme notamment, qui était... Voilà, que citait Carole ce matin et que je crois j'ai vu dans TGP à Saint-Denis. Donc c'est une façon de poursuivre une œuvre théâtrale déjà entamée avec l'expérience de la salle. À vos côtés, Charles Di, qui remplit la figure de l'habitant, mais qui par ailleurs travaille donc à Bobigny, qui est professeur de philosophie et qui est docteur en psychopathologie et qui a participé donc à plusieurs créations, et notamment avec l'artiste Jean-Michel Bruguière et le collectif LFK qui sont en résidence en Seine-Saint-Denis pour un beau projet dont là aussi vous allez pouvoir nous parler. Et on termine par un regard qui nous vient du Danemark avec Tue Bering. Thank you very much. Qui est auteur, metteur en scène, directeur artistique de Fix et Foxy, donc à Copenhague, et qui aime bien mélanger, on va dire, la culture pop pour re-questionner certains, on va dire, interdits de la société. Et notamment, vous avez récemment produit une création inspirée de Twin Peaks et qui se jouait dans 8 voitures. Donc, c'est plutôt un lieu assez inhabituel pour des créations. Voilà, les présentations sont faites. Nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet.